Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 134. On est toujours le 17 juin 2025 et dans cet épisode intégralement enregistré à la pointe de la Bretagne, je suis entouré de gens merveilleux tels que Tanguy Massé. Coucou Tanguy. Coucou. Gilles Bianic. Coucou Gilles. Bonjour. Et Steven Leroux. Coucou Steven. Bonjour. Comme vous avez pu voir dans les objets qui cachent nos invités, cet épisode va être influencé par les rétro gaming, que ça soit physique ou virtuel. Pourquoi? Parce que je profite pour vous dire que dans un de nos prochains épisodes, comme on a fait un spécial domotique la dernière fois, on va faire un spécial rétro gaming, que c'est un des dadas de notre Tanguy. Mais d'ailleurs, on va faire notre tour de table. Tanguy, tu peux te présenter brièvement qui tu es? Moi c'est Tanguy Mazet, je suis chez Clever depuis quelques mois et je suis dans l'équipe qui gère les bases de données à Clever. Nickel. Gilles, qui tu es? Bonjour, donc moi c'est Gilles. Du coup, je travaille également à Clever Cloud et en ce moment, je travaille sur le produit Kubernetes qui va ou qui sera peut-être sorti d'ici cet épisode. Oh, les tisines. Et Steven, qui tu es? Bonjour, moi je suis directeur technique, je m'occupe de l'équipe d'ingénierie. Et moi, espagnol perdu en Bretagne, je m'occupe de la partie Developer Relations chez Clever Cloud. Bon, on a pas mal de news qu'on n'a pas pu balayer l'épisode précédent, mais on était en train de parler de gaming. Là, Tanguy, tu voulais nous parler d'un projet que tu trouves assez intéressant, donc je te laisse la parole. Oui, alors, il y a quelques mois, Analog, qui est une société spécialisée dans le rétro gaming et on va appeler ça la mise à jour de rétro gaming. La mise à jour de rétro gaming. Il va falloir que tu nous expliques ça. Mais continue, pardon. On va expliquer ça. A annoncé la sortie prochaine de sa console FPGA Nintendo 64. Console FPGA. Là, il y a trop de mots. Explique. Alors, les FPGA ou les Field Programmable Gate Array sont des puces électroniques que l'on peut programmer pour émuler des circuits électroniques. C'est des puces qui à la base sont surtout utilisées pour faire du prototypage de circuits, puisque on peut rapidement avec une seule puce prototyper un produit, l'utiliser directement et se comporte comme le circuit même. Et après on peut l'envoyer en production, avoir des vrais circuits. Sauf que des gens se sont rendus compte que ces puces étaient devenues assez grandes pour émuler des circuits électroniques tels que des consoles rétro. Donc des CPU complets de NES, de Mega Drive, et l'entreprise Analog est une entreprise spécialisée dans ces consoles-là. Donc ils prennent des FPGA et ils en font des mini-consoles dans le but uniquement de pouvoir les jouer directement avec les cartouches. On n'est plus sur de l'émulation logicielle. On n'est plus sur de l'émulation logicielle, on est sur de l'émulation vraiment hardware. Ouais. Donc quand vous jouez, par exemple, ils ont sorti un modèle précédent qui s'appelle la Super NT, qui est pour la Super Nintendo. Vous pouvez brancher vos manettes de Super Nintendo, mettre vos cartouches de Super Nintendo, et derrière, ça se branche en USB-C et ça a un port HDMI. Pas mal. Waouh! Et on a pensé pendant très longtemps qu'on avait atteint un peu la limite de ce que les FPGA pouvaient faire. Et là, ils ont annoncé la première sortie commerciale d'une console capable de supporter la 3D sur un FPGA. Je trouve ça vachement impressionnant. Pourquoi on a pensé qu'on a atteigné le... Par rapport aux tailles de puces, puisqu'en fait les puces se mesurent du coup en nombre de portes, nombre de portes logiques, et par rapport aux puces qu'on avait où les gens jouaient avec, les puces supérieures coûtaient des fortunes, et là ils ont réussi à sortir une console qui coûte $250 quoi. Ouais, mais tu vois, Doom, il te faisait de la 3D simulée pour pas grand chose. C'est vrai. Et puis t'as des gros FPGA, enfin après... C'est peut-être dans un coût, le ratio coût qui faisait que quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'on pensait en fait que les FPGA à des prix relativement réduits. Par exemple, moi, je les connaissais surtout pour leurs petites consoles qui implémentent les supports
Game Boy Advance et Game Boy Color. Et c'est une petite FPGA dans un facteur de forme, d'un facteur de forme de Game Boy. C'est ça, et qui même d'ailleurs, en plus de supporter les Game Boy, comme un FPGA est reprogrammable, il supporte tous les Game Boy, plus la Game Gear, qui a de mémoire aussi. C'est ça, c'est plus l'Atari Lynx, plus les Neo Geo Pocket, c'est quelque chose qu'on peut... C'est ça, c'est quelque chose qu'on peut wiper, en fait, ils appellent ça, dans la communauté, on appelle ça des cores, où en fait, vous pouvez avoir votre FPGA et changer le core, et émuler une nouvelle console directement juste en changeant le logiciel sur la puce. Et l'étape entre les consoles 2D et 3D était vue comme un tel gap qu'on pensait qu'il y aurait un vrai écart en fait. Il y aurait un long moment pendant lequel il n'y aurait pas de sortie de console parce que tant que peut-être on espérait quand même un peu que la console 3D sorte, mais là il y a eu même pas un an entre deux consoles. Et d'ailleurs, même, je me permets aussi de citer le projet Mister, qui est un projet un peu plus de recherche et de développement, où les gens utilisent des cartes de développement de FPGA pour justement développer des corps et faire avancer la communauté. Et ils s'en sont rendus à la PS1 et la Saturn. Et même d'ailleurs, maintenant, vous pouvez avoir ce genre de console-là aussi en kit. Attends, il y a un truc que je suis pas. C'est que quand tu regardes comment ils te le vendent, ils te disent en fait c'est du Nintendo, alors pour la Super NT, du Nintendo 16 bits de l'époque, mais ils te le vendent 1080p. Oui. Alors je suis d'accord que la résolution de gestion tu vois, de HDMI va être du 1080p, mais il va pas faire tu vois, non. Il va pas améliorer l'image. Vous verrez, tu verras toujours tous tes pixels de ta console. Mais tu les verras clair. En fait, si tu essayes de jouer sur une télé HD avec une émulation sauf d'un Super Nintendo, selon comment se fait l'émulation, tu vas voir que les trucs sont vraiment très crades parce qu'il y a un upscaling à faire pour que ça se voit relativement bien dans ta télé. Et ça peut se faire de plein de façons différentes, d'une façon complètement crade à une façon plutôt très propre. Il y a des anti-aliasing des fois, il y a des techniques à faire pour que ça rentre bien dans nos télés modernes. D'ailleurs, on a la chance d'avoir au bureau de Brest une vieille télé et une vieille console Nintendo NES, et quand tu les vois devant, tu te rends compte de waouh, de tous les artefacts que ça crée. Et essayer de mettre ça sur une télé qui n'est pas du tout analogique, qui a trop de pixels, c'est loin d'être si évident. Mais il y a Tanguy qui va expliquer ça mieux que moi. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations là-dessus, on en parlera peut-être plus longuement du coup dans un potentiel Massy Rétro Gaming. Mais si vous voulez plus d'informations maintenant, je vous conseille la chaîne YouTube en anglais My Life in Gaming, qui ont fait toute une suite ils appellent ça des cours, sur chaque console différente allant de la NES jusqu'à la PS3 et de comment gérer la vidéo analogique correctement sur de ces consoles-là et comment l'exporter pour, par exemple, jouer sur des télés modernes ou jouer sur des télés cathodiques, quelle connectique utiliser, quelles différentes connectiques disponibles. C'est une très très bonne ressource pour ça. On vous laisse le lien de l'épisode, bien entendu. Bon comment tu penses que ça marche leur business model là, parce que c'est essentiellement de la niche et c'est très très c'est complexe à développer quand même pour eux. C'est pas de la production de masse. Il y a un mec derrière, je crois que c'est justement sur My Life in Gaming ou sur le Nostalgia Nerd, les chaînes YouTube. Vous pouvez voir des interviews d'un mec qui s'appelle Keftris, qui est quelqu'un qui a commencé à bidouiller justement avec des FPGA et qui s'est spécialisé sur la conversion de consoles en FPGA. Et justement, il parle de ce genre de choses-là. Et oui, c'est un marché extrêmement de niche, mais justement, avec le projet Mister, il y a une grosse communauté derrière quand même. Donc, qui se propose pas sur du full engineering in-house. Il y a quand même une communauté qui joue derrière. Et leur projet reste quand même, comme c'est un marché de niche, sur de la production, sur des petits batchs de production et de vraiment le marché de collectionneurs et de gens investis là-dedans. Ouais. Mm-hmm. Donc parce que au final, ce qu'ils font, c'est que t'as du design hardware, c'est-à-dire qu'ils prennent les specs des CPU de l'époque, qui probablement sont
sont même aujourd'hui peut-être ouvertes, non? Tu vois, potentiellement. les Motorola 68000, je sais pas ce qu'il y avait d'autre tu vois, comme plateforme. Mais si aujourd'hui ces specs-là sont plus ou moins ouvertes, et ça se trouve il y a même des tools, tu vois, de conversion en mode FPGA, quoi. Et donc après, ils ont le cœur du CPU qui est simulé, et il n'y a plus qu'à, entre guillemets, à intégrer le reste de l'écosystème et de faire le pont entre du Bluetooth et les drivers de manette ou de son de l'époque, quoi. C'est ça. Mais après, il y a le truc qui va plus loin, c'est dans le cas justement de la Nintendo 64, tu parlais justement des outils de conversion et ce genre de choses. Dans le cas de la Nintendo 64, il y a la puce Silicon Graphics, qui était du coup le premier, un des premiers du coup GPU C'était une 3D. carte graphique à elle tout seul. C'était une GPU 3D à elle tout seul. C'est ça. Oui. Et justement, même d'ailleurs, un truc savoir sur la Nintendo 64, ce processeur-là a coûté tellement cher à mettre en place et coûte tellement cher à instaurer dans la console. La Nintendo 64 n'a pas de puce sonore. Ça coûtait trop cher de mettre une puce sonore dédiée à côté. Donc en fait, tout le son de la Nintendo 64 est géré par le CPU et c'est pour ça que le son peut ramer. Je trouve pas ça si cher que ça, leurs produits, tu vois, par rapport au boulot qu'il y a derrière et au marché de niche que ça représente. Enfin, par contre, ils sont sold out tout le temps. Si tu es intéressé par un de leurs produits, tu as intérêt à les prendre quand ils les annoncent parce que la plupart sont sold out et à part la Pocket, à part la version de la Game Boy, le reste des produits, pour le moment, ils les rééditent pas. Ce qui fait... C'est qu'il y a un petit problème en soi. Et alors, question en termes d'usage, les jeux, la communauté de joueurs, aujourd'hui, il y a encore des jeux qui se trouvent, j'imagine. Oui. Je pense que tu trouves plein de jeux, en plus pas chers, parce que les gens doivent vider leur les pas chers, c'est de moins en moins vrai. Sauf collector, peut-être. C'est devenu collector. Quid aussi de la compète, tu vois, avec les ROM que tu peux récupérer à droite à gauche pour les mettre sur les cartouches. Tu as des cartouches, les gens peut-être plus de ma génération comprendront ça, les cartouches R4 de Nintendo DS, où tu peux mettre une carte SD dedans et avoir tout le genre de jeu. C'est un système qui existe depuis des années pour plein de consoles. Tu peux avoir ce genre de cartouches-là pour de la Mega Drive, pour de la NES et pour de la oui, tout à fait. Pour Nintendo 64. Et ces cartouches-là fonctionnent, puisqu'en fait ces cartouches-là sont faites pour fonctionner sur la console. Ouais. Et ces consoles-là sont juste une virtualisation hardware de cette console-là. Ça fonctionne exactement pareil. Et il y a même certaines qui ont des fonctionnalités un peu plus avancées, qui justement jouent sur le fait que la fonctionnalité plus avancée pour ces consoles-là peuvent aller plus loin dans le délire et peuvent elles-mêmes émuler des consoles sur la cartouche. Et... Waouh, c'est un boulot de passionné. Hein. C'est un monde c'est incroyable, ouais. C'est fabuleux. Vous voyez pourquoi on dit que ça mérite bien un massif dédié, quoi. On va pas continuer plus, on va vraiment faire ce massif dédié et on va, en attendant, revenir sur d'autres nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la liste? Bon, on a encore un autre psychodrame de la tech, on va dire, cette fois autour de l'intelligence artificielle. Chez Clever, nous, on aime bien un outil de IA pour des développeurs qui s'appelle Windsurf. C'est un IDE basé sur VS Code, avec un panel IA vraiment très pratique, très bien fait et qui aide beaucoup. Et Windsurf, depuis notre dernier épisode, il y a eu pas mal de bouleversements, on va dire. Alors, corrigez-moi si je me trompe, je vais essayer de faire dans l'ordre. D'abord, il y a OpenAI qui a dit qu'ils veulent acheter Windsurf, une boîte objectivement petit et objectivement inconnu il y a à peine 6 mois, à coût de plus de 3 milliards de dollars. Qui s'appelait Codium, oui, c'est ça. Codium, la boîte. Que maintenant s'appelle comme le produit Windsurf, ça simplifie les choses. Ensuite, ces boîtes-là, ils ont sorti leur propre modèle. C'est que, honnêtement, c'est pas courant. Et sortir un modèle LLM spécifique, tout le monde ne peut pas le faire. Ils ont sorti leur propre modèle appelé
SWE-AN, ce qui, du point de vue de la Silicon Valley, c'est assez courageux parce que SWE-AN, c'est Software Engineer Level 1, c'est un titre de travail aux États-Unis. C'est, en gros, c'est l'équivalent d'un junior. Quand quelqu'un qui a fini ses études à son premier boulot dans une boîte de soft, bah, il va être un software engineer niveau 1 ou niveau 2. Et donc, el dénouement comme ça, c'est qu'il positionne vraiment le modèle comme là, c'est l'équivalent d'un développeur junior en entreprise. Et ensuite, bah, il y a 3 semaines, Anthropic, les créateurs de cloud, ont décidé d'arrêter arrêter les contrats qu'ils avaient pour permettre à Winsoft d'utiliser Claude. C'est-à-dire que Winsoft, à partir de ce moment-là, il a eu une semaine pour se trouver une solution, mais ils n'ont plus le droit de leur contrat avec Anthropic a été coupé de jour au lendemain. Et Anthropic derrière a justifié ça s'ils vont se faire acheter par OpenAI, bon, on n'a pas envie de soutenir leur business model. Allez, au revoir, bisous. Et maintenant, tu peux utiliser Claude sur Windsurf, mais du coup, c'est avec tes propres crédits Claude, c'est ça, non? Et c'est ça, ils sont ouverts donc pour faire un Bring Your Own Token, nouvel acronyme à trouver, j'imagine, par que si tu veux continuer à utiliser Claude, bah, la meilleure façon, c'est amener ton propre token Anthropic que tu as pris avec Claude. Et ça fait beaucoup de choses dans sa peine à moi. Ça montre aussi à quel point ça bouge. Et ça montre qu'il commence à avoir une certaine vague de consolidation autour de tous ces outils-là, quoi. Mais moi, c'est les 3 milliards et demi d'euros qui sont prêts à payer OpenAI pour Windsurf. Bah après, je vois le truc. Oui, pardon. Je vois le truc de OpenAI, en fait, essaie d'avoir sa porte d'entrée chez les développeurs, en fait. Parce qu'en fait, la valeur pour un développeur de Windsurf, c'est surtout l'outil, l'agent. C'est surtout qu'en plus, ils savaient essayer parce qu'ils sont quand même OpenAI Codex. Vous savez utiliser OpenAI Codex, un de vous? Non. Je l'ai testé et honnêtement, si tu me l'avais dit il y a 6 mois, j'aurais trouvé ça hallucinant. Mais justement, habitué à des outils comme Windsurf, bah, effectivement, je pense qu'ils ont un certain retard à rattraper en expérience utilisateur. Le côté intégré de Windsurf, c'est énorme. C'est ça. Et puis en fait, après, on voit aussi l'évolution de GitHub Copilot sur VS Code, que maintenant Copilot est plus une interface pour le modèle Copilot, mais un agent dans VS Code qui peut utiliser plusieurs modèles derrière. Cette interface-là est devenue une commodité, en fait. C'est plus avec ça qu'on fait de l'argent. Du coup, Windsurf essaie de se rattraper en disant, bah, on va faire de l'argent avec notre modèle à nous. Mais du final, ça rentre du coup sur le marché de la concurrence, bah oui, de tous les autres modèles, en fait. Après, l'effet d'avoir réussi à sortir un modèle et pour l'avoir testé qui tient la route, c'est déjà assez impressionnant en soi. Ouais, j'ai pas encore testé, j'avoue, j'ai pas testé non plus. J'étais encore un peu resté sur Claude. Donc, côté commodity, ça, c'est clairement ça, surtout qu'il commence à avoir des outils, même open source, qui proposent ça. Ces panels type cascade, il y a Z, l'éditeur fait un Rust d'un côté, et il y a une super extension pour VS Code, Vanilla VS Code, qui s'appelle KiloCode. Et dans les deux, autant en Z que dans KiloCode, tu amènes ton token pour n'importe quel provider, Anthropic, OpenAI, ou notre nouveau CleverAI, parce que nous, on l'a testé et moi, je l'utilise tous les deux, c'est de KiloCode avec CleverAI. Tu mets ton propre token et tu utilises le modèle que tu veux. Ça, c'est pour moi, en plus, si j'étais le gens de Windsurf, ça me ferait un peu peur pour mon business model, parce que, du coup, tu peux mettre aussi des modèles locaux, des modèles que tu as installés, des modèles faits par d'autres providers, et selon ce que tu veux obtenir, si tu veux vraiment que ton code reste absolument privé, tu peux avoir des modèles
que tu as installé toi-même ou que tu as un local ou des gros modèles que tu as mis sur le cloud. Et tu peux avoir ton expérience à toi ou tu peux avoir des modèles dans lesquels tu les as ajouté des choses. Donc, les possibilités sont assez impressionnantes et l'idée d'avoir un panel qui t'aide dans l'éditeur de code, c'est là qu'il y a la valeur ajoutée et ça devient une commodité, comme tu disais. Et vous, vous servez au quotidien quand vous codez? Plus, moins, un petit peu? Quel est votre recul au bout de quelques mois d'utilisation? Bah Windsurf, ouais, moi je m'en sers beaucoup. Après ça dépend un peu du contexte, mais en général, par exemple sur des projets en Rust, il est incroyablement efficace. Parce que le langage est bien défini, les types bien définis, et c'est un langage que quand même, qui fête ses 10 ans d'ailleurs, et du coup qui est bien documenté, qui a une grosse communauté, donc sur internet il y a beaucoup de bases de code, et donc il a pu s'entraîner dessus, et les modèles ont pu s'entraîner dessus, et du coup c'est le jour et la nuit entre utiliser un VS Code de base sans IA et un Windsurf du coup qui est dopé à l'IA. Ça change la vie clairement. Et aussi Rust qui a un compilateur extrêmement expressif. Oui, voilà. C'est extrêmement verbeux et pour le coup la magie de taper dans le code fixe-moi mes bugs et qui va juste recompiler, corriger, recompiler, recorriger, c'est assez impressionnant toujours. Ouais. On a d'ailleurs quelqu'un à Clever qui utilise ça énormément et il dit ça a multiplié par 3 son output, quelque chose comme ça. Il a sorti en quelques semaines quelque chose qu'il aurait fait en plusieurs mois, quoi. Ça donne un peu l'impression qu'on a tous un stagiaire qui travaille exclusivement pour nous. Un peu. Et qui est pas fainéant. Tu peux lui faire écrire énormément de code. Et ensuite, tu lui dis, non, mais ce que t'as fait, je garde juste cette partie-là, mais tout le reste, tu jettes à la poubelle et tu refais. Et il va pas te dire, mais pourquoi? Il veut juste le refaire. Moi, j'attends que Mistral, il nous fasse le Gen Xtral. Gen Zistral. Tu peux me faire ça, s'il te plaît? Ouais, mais là, il est 16h. Je pense que j'ai assez bossé pour aujourd'hui. Donc, Après, c'était Steven qui, quand on préparait l'épisode, avait trouvé un lien assez intéressant sur le fait qu'il est chouette pour des problèmes comme ça. C'est un vrai stagiaire au dev junior à côté, qu'en plus il travaille vraiment très bien, et pour ce qui est la compréhension des codes, c'est même plus qu'un junior, mais il commence à avoir des études qui essayent de les mettre sur des problèmes plus sérieux, et c'est encore très loin de remplacer un vrai développeur humain avec un peu d'expérience, non, Steven? Ouais, on va nuancer un petit peu. Effectivement, c'est une énorme valeur pour de l'implémentation, pour tu vois, il y a des trucs sur lesquels c'est pénible en tant qu'humain de faire du refactoring. Typiquement, je pense à Canoa l'autre jour qui avait un bump de librairie et tu vois, le bump il te change un peu l'API de la lib. C'est juste pénible, tu vois, t'es obligé d'aller regarder ce qu'a fait la lib, c'était la lib OpenTelemetry en Rust par exemple, tu vois, qui casse un peu à chaque release. Et en fait, là, en une demi-heure, il a gagné 2 heures, 3 heures, quoi. Tu vois, le fait de rentrer dans la complexité de ce que fait la lib, ou quel est son nouveau paradigme, comment tu l'utilises un peu partout, ton refacto pénible, tu sais. Là, il lui a proposé tout, tu vois, il lui a juste redonné un cadre en disant, ah oui, attention à ça, bam, hop, fini. Donc non, c'est quand même un gain de temps magistral. Donc, oui, c'est un peu comme si on avait un stagiaire, il y a 2 conséquences à ça, c'est que demain, la valeur du stagiaire, elle va être un peu complexe. Tu vois, d'un point de vue recrutement, notre métier, c'est aussi de former la génération qui arrive, tu vois, au quotidien. Demain, ces juniors-là, ils auront affaire à des machines qui, effectivement, n'ont pas de contraintes, tu vois. Et
mais ça va aussi positionner le métier de manière différenciée, c'est-à-dire que le développement revient en tant que compétence sur des métiers qui sont soit techniciens, soit ingénieurs, et voire même docteur, tu vois. On avait tendance à dire que le développeur c'était un métier, non, c'est juste une compétence de ces métiers-là, et ça va peut-être redessiner un peu ces barrières-là. Et ouais, tu l'évoques, Horatio, il y a effectivement des études, nous on va vous en partager une, où effectivement on s'aperçoit que, alors on va modérer un peu, hein, les modèles réussissent beaucoup de choses quand même aujourd'hui dans l'implémentation, mais sur de l'algorithmie un peu complexe, sur lesquels des fois il y a des notions de nuances, sur lesquels des fois il y a un peu de théorie des langages à avoir, un peu de manipulation fine, de jeu entre multiples pointeurs, de binary search, tu vois, de théorie du jeu, enfin tous ces aspects-là. Eh bien, tu t'aperçois via l'étude que la plupart des modèles, en fait, échouent, mais lamentablement, sur les problèmes les plus complexes. Attention. Donc, l'étude est intéressante parce qu'elle fait une graduation, en fait, avec un ranking qu'ils appellent le Elo. Ça doit être un joueur d'échecs, j'imagine. Celui qui a fait ça. Et donc ça part effectivement de stagiaires, quoi. Alors je vais les donner en anglais, comme ça vous aurez les correspondances, mais il y a pupil, specialist, expert, candidate master, master, international master, grandmaster, international grandmaster et legendary grandmaster. Donc on voit aussi le lien apparenté au monde des échecs. Oui, ça c'est clair. Là. Le 100% des modèles, alors quasi actuel, hein, ce qui était testé, c'est O4 Mini High, Gemini 2.5 Pro, O3 Mini, DeepSeek R1, Gemini 2.5 Flash, GPT 4.1 Mini. Aucun de ces modèles-là n'a plié les problèmes les plus complexes. Aucun. 0%. Donc le Legendary Grandmaster, qui représente quand même aussi 0,2%, tu vois, des problèmes, mais ça, 0% des modèles non réussis. Ensuite, tu as le International Grandmaster qui représente 0,12%, tu vois, en termes de complexité. Et là, tu as uniquement, j'ai l'impression que c'est O4 Mini High. Grandmaster, t'en as, pareil. En fait, tu vois, t'en as que un plus ou moins qui arrive de temps en temps. Et ensuite, en fonction des problèmes, donc t'as un report des différents types de problématiques et des différents modèles et de leur classification, mais globalement, t'as un petit schéma qui baisse comme ça. Et donc, ça veut dire que pour la moitié des problématiques testées, l'ensemble des modèles dépasse pas Master, par exemple. Donc, t'as Master, International Master, Grandmaster, International Grandmaster, Legendary Grandmaster. T'as 4 catégories au-dessus de celle-là, où pour la moitié des problèmes, il n'y a aucun modèle qui approche le truc. Après, ils sont pas, tu vois, il y a aussi, pour être honnête, hein, t'as le niveau pupil, ce qu'on pourrait apparenter comme junior. Globalement, ça représente 40% des problèmes. Et là, t'as quand même une majorité qui coche les cases. À l'exception de la moitié des problèmes où t'en as plus que la moitié. Mais donc, tu vois, alors c'est une approche LLM aussi, hein, attention. Mais du coup, tu peux faire des choses, et il faut aussi être honnête, hein, la plupart des problèmes qu'on a sont des problèmes aussi, tu vois, de gestion de process, métier, donc de gestion, et qui sont pas des problèmes d'algorithmie très très poussés, et pour lesquels, effectivement, elles vont très bien s'en sortir. Par contre, je pense que c'est important aussi de nuancer ce propos-là, notamment, tu sais, pour tous ces dirigeants d'entreprise qui se sont dit, ok, c'est parti, on est en mode l'IA va dominer le monde et on va tout faire par IA, et notamment la science va être, les limites de la science vont être repoussées énormément par l'IA. Alors je te dis pas qu'on peut pas faire des choses, hein, mais tu vois, on tombe dans une réalité aussi où, dans les LLM encore une fois, où effectivement tu vas partir d'un existant, donc il y a des biais de réflexion que tu vas trouver,
dans ce qui a été entraîné. Tu as des approches nouvelles, des fois tu vois, quand on évoque le fait de penser hors cadre, par exemple, de croiser deux domaines particuliers sur lesquels il faut ce qu'on appelle le génie humain, tu vois, c'est aussi de mélanger les choses. Je te dis pas que demain on va pas avoir des IA qui vont se dire ok, vas-y, je prends tout et je mélange tout, les concepts, j'explore et un peu comme une partie d'échecs, je calcule tous les coups possibles et je vais garder uniquement ce qui vaut. Peut-être, mais tu vois, pour quelle force de frappe, pour quel coup, pour quel tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, on a cette étude-là qui amène un peu de nuance là-dedans, en disant que non, les problèmes les plus complexes aujourd'hui, les dernières IA, elles échouent face à cela. Il y a un peu ce truc-là quand j'étais en école encore et que on discutait de machin. L'un des grands projets que tout le monde voulait faire un peu, c'était le projet du no-code. Que tout le monde disait, oui, on va faire de l'informatique en no-code. Et j'ai entendu plein de gens justement de boîtes comme ça arriver où tu avais des directeurs de boîtes qui disaient oui, c'est bon, on peut faire du no-code en fait, on peut demander de faire un produit et l'IA va sortir un produit. Mais je pense que l'IA telle qu'elle est maintenant, genre à cette date-là, genre on est le 17 juin 2025, l'IA est encore un outil. C'est bien pour l'histoire de se marquer ça. C'est ça, je me permets parce que je pense que demain c'est déjà fini, mais à ce moment-là, l'IA est encore un outil technicien. C'est pas peut-être qu'à un moment on arrivera à la magie du no-code qui serait l'espèce de rêve comme ça, mais pour l'instant c'est encore un outil où il faut avoir quand même une expérience technique pour pouvoir lui parler de manière technique et qu'on ait ce contexte technique là en entier. Ouais, j'ai envie de nuancer un peu. En fait, ce que tu appelles technicien, c'est je vois où tu veux en venir. Mais la notion de technicien, elle est dans le métier. Et en fait, le low code ou no code, je pense que c'est effectivement un moyen intermédiaire pour avoir des primitives, tu vois, de manipulation de tes données ou quelconque, qui crée une abstraction par rapport à l'expertise que ça demande de pouvoir traduire ça en code. Donc ta compétence de développeur, tu vois. Ouais. Sauf que en fait le meilleur langage c'est le tien, tu vois, pour exprimer les choses. Donc aujourd'hui, si tu es capable d'avoir la sémantique qui est la tienne, tu vois, pour exprimer tiens, j'aimerais bien ce dataset croisé avec celui-là et je veux ça ventiler ça par mois sur la dernière année, tu vois, j'en sais rien quoi. Au final c'est ton expression qui est la meilleure pour exprimer les choses, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la technicité, ça devient ton problème de raisonner ton problème. C'est-à-dire que ton IA, elle va pas faire de choses magiques. T'as beau parler de low code, de ce que tu veux, ça va pas être magique si toi-même tu sais pas exprimer ce que tu veux. Donc, je pense que l'enjeu qu'on va avoir dans les années à venir et sur les générations qui arrivent, ça va pas tant être sur le détail d'implémentation, tu vois, technique, d'usage des IA, etc. Ça, globalement on s'en fiche, et puis tu sais, les IA on aura gagné quand elles se verront pas. Enfin tu vois, c'est le gain de toute technologie, c'est quand la technologie est pas visible, hein. Sinon c'est gadget, c'est démonstrateur. Et bien là, je pense qu'on va avoir besoin d'encore plus structurer la pensée des gens, de manière à ce qu'ils ne soient pas complètement noyés face à ces outils-là, qui vont avoir des capacités phénoménales, mais pour lesquelles il faut savoir exprimer ce que tu veux, tu vois. Et ça l'a été de tout temps, si tu veux, mais on s'était outillé par des techniciens ingénieurs pour faire le pont, tu vois. Si demain t'enlèves ces gens-là, qui massivement sont là aujourd'hui pour faire une transcription entre ton besoin métier et ton langage machine, et donc prendre un processus métier, le comprendre, le découler, l'articuler dans une architecture, tu vois, logicielle, puis ensuite de cette architecture-là, la convertir en problématiques et en plus petits problèmes, et donc en entités de code qui vont à la fin s'exécuter et en cohérence pour obtenir ce que tu voulais. Ça, c'était le métier à la fois d'architecte, d'ingénieur et de technicien, tu vois, qui passait par différentes compétences, le développement en étant une. Si tu es capable d'enlever tout ça,
Ça veut dire que la personne qui est demandeuse d'un besoin en amont, elle est capable d'exprimer tout ça, tu vois. Ou alors l'outil que tu remplaces, il est capable d'exprimer lui-même tout ça. Donc ça veut dire que si tu es dans un contexte un peu bancaire, par exemple, il va falloir que la personne dise « j'ai besoin de développer ça en transactionnalité », par exemple, tu vois. Il y a du contexte à amener énormément pour exprimer les choses. Si tu dis je veux un truc à 2 entrées financiers, ok, on va te faire un truc 2 entrées financiers, tu mets, etc. Sauf que si tu as fait ça sur, je sais plus, on parlait de Redis la semaine dernière, si tu fais ça sur un Redis, c'est bien, mais tu vois, est-ce que tu as mis des transactions dedans ou pas? Est-ce que la persistance de ton modèle de données est faite ou pas? Et tu vois, c'est des problématiques où à la fin, dans l'implémentation, il y a ce qui est la compétence aujourd'hui des équipes intermédiaires. Et si la spec d'entrée ne donne pas tout le cadre, tu vois, on a inventé ces métiers-là parce que ça suppose un cadre qui est inhérent à « je suis dans la finance, stocker de la donnée, ça veut dire ça. Si je suis dans du monitoring, ça veut dire en informatique, ça veut dire ça. Si je suis dans un autre domaine, je sais pas, je suis producteur de vidéos, pour moi, du file system, ça veut dire, tu vois, engranger du film, de la vidéo en temps réel, en masse. Donc, tu vois, il y a les contextes des métiers qui peuvent être promptés, tu vois, comme on entend aujourd'hui, évidemment. Mais ça veut dire que le demandeur d'ordre, lui, il doit comprendre l'enjeu des prompts pour orienter sur quel contexte il doit se positionner. Et ça va pas être magique, hein. Et j'ai fait des essais, moi. Hein. J'ai fait des essais en disant, tiens, je pars, je suis un décideur et je vais demander à me faire une application, tu vois, de gestion, hein, simple. Hein. Mais alors, c'est un échec absolu. Aujourd'hui, l'IA pour développer, elle est très pertinente si t'es déjà un bon développeur. Et plus t'es un bon ingénieur, entre guillemets, plus tu vas savoir comment orienter. Effectivement, c'est souvent ce qu'on se dit avec Horatio, c'est qu'il faut s'adresser à ton IA comme si c'était ton stagiaire. Et donc, faut lui donner un cadre, faut lui donner les étapes, tous les choix que tu aurais fait, faut les lui donner pour qu'elle y aille au fur et à mesure. Mais par contre, le truc magique de se dire, tiens, fais-moi une appli de gestion qui fait ci, qui fait ça, alors là, éventuellement, elle te pond un truc, mais que tu n'auras pas compris, le détail des règles métiers d'implémentation, tu seras passé à côté, parce que les auras pas. Donc, pas magique du tout. Mais il y a du progrès après, je dis pas, tu vois. Ah oui, et je pense que c'est une aide énorme aujourd'hui pour. Et je rappelle ce que Tanguy disait, tout ça c'est valable au 17 juin 2025. Nos contractuels après cette date, bien entendu. C'est ça. Bon, on va continuer quelque part autour de la IA, mais sur un problème bien adapté aux développeurs, c'est une nouvelle vulnérabilité NPM, on pourrait dire. Oh, c'est comme ça qu'on a commencé quand on a trouvé la news. Mais c'est pas tellement une vulnérabilité qu'on profitait d'une fâcheuse tendance qui ont les modèles de langage à halluciner. Allez, qui veut nous parler de qu'est-ce que c'est les slope squatting? Je peux en parler si tu veux, parce que j'avais mis une partie. Allez, Gilles. En fait, du coup, c'est une pratique malicieuse où en fait il y a quelqu'un qui est quelqu'un de malicieux qui en fait qui va chercher à développer dans un par exemple en Node.js, ça rentre bien dans la thématique, à développer un bout de code, et il se rend compte que il y a pas mal de modèles, ou un modèle en particulier, il va aller chercher une dépendance, mais une dépendance du coup hallucinante en fait qui n'existe pas. Semblable à une dépendance réelle, voilà, pour lesquelles c'est natif dans la plateforme. C'est de ce moment-là que notre stagiaire virtuel nous invente une dépendance NPM qui n'existe pas dans la réalité. Jusqu'à là, je te suis. Ça. Et à partir du moment où la personne malicieuse se rend compte, tiens, mais la plupart des modèles, ils inventent une dépendance, mais qui n'existe pas en fait chez NPM, il se dit, je vais aller la créer.
avec forcément du code malicieux. Et du coup, bah, après, des développeurs vont tomber dans le même cas où ils vont vouloir développer quelque chose. L'IA qui leur développe, par exemple leur windsurf, va aller ajouter une inclusion de dépendance ou quelque chose comme ça, et du coup aller récupérer du code malicieux qui a été poussé sur NPM. Et voilà, donc on voit des attaques comme ça qui arrivent. Donc faut pas laisser non plus son stagiaire écrire n'importe quelle inclusion de code, quoi. C'est particulièrement pernicieux parce que là, à un moment donné, il va ajouter des dépendances parce que il a pensé que la meilleure façon de faire une opération quelconque un modulo entre des nombres, c'est aller chercher la dépendance modulo et bah merde. Et tu te retrouves avec une faille de sécurité dans ton application. Ouais. Après, c'est pas tout à fait nouveau, ce type de choses existait déjà, les dépendances malicieuses. Là, c'est le truc où, comme ça peut passer complètement invisible, ça peut passer crème si tu ne prends pas le temps de faire un review de ce qui est généré. Mais à ce sujet-là, il y a un article, il faut que je le retrouve, de quelqu'un qui disait, mais à la base, l'IA simplement veut dire que tes reviews de pull request doivent être aussi strictes, voire plus strictes qu'avant l'IA, quoi. Ouais, bah déjà il y a dans la PR, mais ça peut être aussi, tu peux déjà te faire infecter ton poste de développement comme ça aussi. Donc même si en poussant la PR, on se rend compte, bah tiens, ton inclusion de dépendance elle est bizarre, mais déjà ça peut être trop tard, comme ce qui peut, tu peux avoir du code qui a tourné sur ton ordinateur de dev et qui va aller utiliser tes clés d'API ou je ne sais pas. Donc voilà, à faire attention quand même avec l'IA. Ça, protégez-vous. Avant d'exécuter le programme, regardez les dépendances qu'il vous a amenées et faites-vous votre... En gros, c'est ça, c'est une nouvelle étape de review. Il y a la review de la pull request. Effectivement, là, ce qu'il faut faire, c'est la review avant exécution. Et si vous utilisez ce type d'outil, ne pas les donner l'opportunité d'exécuter le programme sans vous demander. C'est simple, vous dites à quel point il est automatique, c'est sympa qu'il aille faire des codes sans demander, ajouter des trucs, mais avant d'exécuter ces codes-là, au moins, prenez le temps de voir ce qu'il a fait. Ouais, sur Windsurf, on peut choisir si oui ou non il a droit d'exécuter des commandes par lui-même. Mais par défaut, par défaut, il dit bah là j'aimerais bien faire une commande, ça peut être juste un ls sur Linux pour lister les fichiers, pour prendre connaissance de ce qu'il y a dans un répertoire et ensuite faire autre chose. Ça peut être des commandes plus qui vont aller agir sur le file system ou quelque chose comme ça. Mais du coup soit il faut vérifier ce qu'il fait forcément. Et il y a un mode du coup débridé où on se dit oh c'est bon, il sait ce qu'il fait et fais tes commandes et j'ai même pas besoin de dire oui, quoi. Et là c'est sûr que c'est plus rapide parce qu'il n'y a pas besoin de cliquer oui, de revoir ce qu'il fait, mais c'est bon, faut être serein, quoi. Voilà. Sachant qu'un modèle de langage, il peut halluciner. Il va le faire tôt ou tard, donc... C'est ça, mais c'est une nouvelle version de cybersquatting, en fait. C'est parce que les trucs qu'il hallucine dans l'article que je vois, des fois, c'est juste la différence, c'est 2 majuscules, quoi. C'est ça. Je veux dire, même si j'avoue que je fais pas du Python énormément, mais si je regarde le truc et que je vois un package PyPy qui je vois avec 2 majuscules, je me dis bah oui, en fait c'est ok. Mais c'est à nouveau ce que Steven disait, il faut le traiter comme un stagiaire, c'est un truc qui pourrait arriver aussi, même pas qu'un junior, même un senior qui, tiens, c'était comment la dépendance pour ça, bah, c'était 2 majuscules ou 2 minuscules. Ça peut arriver à tout le monde, et donc, ça ajoute, la relecture avant exécution, c'est encore plus importante, quoi. Du coup, oui. Complètement, ouais. Tout en sachant que aussi tu peux ajouter une autre couche de sécurité si
dans tous ces types d'outils, tu travailles avec plusieurs modèles et tu demandes déjà à un modèle de vérifier ce que l'autre a fait, si ça lui semble cohérent. Assez souvent, tu élimines énormément d'erreurs avec ce type de choses aussi. Ouais. Bon, comme d'habitude, on a beaucoup parlé de IA dans cet épisode. On va continuer avec des news un peu moins IA. Tiens, il y a une que quand je l'ai proposée, tout le monde m'a dit ouais, mais que moi je trouve intéressant, c'est que WSL, enfin, il est devenu open source. Mais il n'était pas déjà, on me disait non, en fait, il n'était pas open source. Et on me disait aussi, c'est quoi WSL? voilà, mais je dis, c'est quoi l'intérêt de cette histoire? C'est quoi WSL? Bah, WSL, c'est le Windows Subsystem Linux. En gros, c'est ce qui permet à un utilisateur Windows, les pauvres, d'avoir un Linux sur sa machine. Mais pas avoir un émulateur, non, là on parlait d'un vrai container Linux et avoir donc une vraie ligne de commande de Linux et depuis quelque temps aussi de vraies applications Linux hors la ligne de commande, de vraies applications graphiques. Et honnêtement, on est beaucoup de développeurs à être nativement sur Linux ou sur Mac. On a tendance à se dire oui, mais pourquoi? Bah, au fait, les WSL, ça change complètement les jeux. Il y a plein de boîtes qui ont aujourd'hui encore des politiques de tous les ordinateurs doivent être de Windows par politique d'entreprise, par politique de déploiement, par sécurité, par quoi que ce soit. Et la plupart des outils de dev, sauf dans les Galaxy.net, sont adaptés à des Unix-like, à des Linux ou Mac. Et donc, il y a toujours des problèmes à la noix quand on est sur Windows en backslash, slash normal. Essayer d'utiliser Node.js nativement en Windows, c'est une catastrophe, mais même pour des Java, que ça a quand même 30 ans, le vénérable langage, ça continue à être 10 fois plus compliqué sur Windows que sur d'autres systèmes. WSL élimine tout ça. Il te permet d'utiliser sur ta machine Windows tous ces outils-là en mode Linux, comme ils ont été conçus. Et donc, ça permet à plein de monde d'avoir une expérience développeur beaucoup plus agréable. Donc, nous, on a quelque part le privilège de pouvoir choisir nos machines et notre système d'exploitation, mais quand tu es coincé sur des ordinateurs Windows, avant avoir WSL, c'est un game changer total. Et le fait qu'ils soient open source, bah, quelque part, bah, déjà, ça permet à des gens de contribuer, à l'adapter à leurs propres besoins, et en même temps, ça permet carrément de donner une pérennité au produit. Donc, pour moi, c'est une news relativement importante. Je me sens un peu seul quand je l'ai dit, mais quand même. Non, mais personnellement, sur mon ordinateur de jeu, j'ai un Windows et j'utilise WSL parce que j'ai des serveurs, j'ai des machins. Et c'est vrai que le WSL, surtout avec l'intégration VS Code, où VS Code se connecte directement dans le WSL, j'ai un VS Code Linux sous Windows et j'ai pas vu à réinstaller mon PC, machin. C'est ça. Et c'est vraiment seamless, c'est assez incroyable. Je sais pas si j'avais vu la news passer que Fedora était disponible sur WSL aussi. Je sais pas si c'était pré ou post open source. Et il était disponible de façon hyper compliquée pré-open source et dans le même temps, j'ai vu aussi la news passer, il y a enfin un paquet Fedora, une install Fedora native pour WSL. Et a priori, maintenant que c'est full open source, on peut supposer qu'il va y avoir plein d'autres qui vont être dispo plus facilement qu'avant. Mais pour moi, c'est carrément un truc super sympa. Dans une vie précédente, j'ai travaillé pour une petite startup qui avait problème de financement. Et je me souviens, mon ordi était mort et la seule machine que j'avais pour travailler pendant une année, c'était une Windows Surface, une des tablettes. Et c'était une super machine, super agréable, très légère, une super autonomie, mais c'était Windows only. Et WSL m'a littéralement sauvé, quoi. C'était
déjà depuis, voilà, ça fait 8 ans de ça. Ouais, c'était les débuts de WSL. Ouais. Et ça avait complètement changé le game. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'on peut faire et on peut même lancer des applications graphiques, c'est si quelqu'un qui aime bien faire des gaming et qui a besoin d'une machine Windows, bah pour moi, ça remplace carrément pour la plupart d'utilisations les besoins d'un double boot quand même. C'est ça. C'est même, il faut rappeler d'ailleurs que le WSL à la base, c'était une émulation du kernel Linux, où il prenait les parties et il bricolait un petit peu, et ça fonctionnait à peu près. Je me souviens avoir essayé de, comme moment de compiler du code multithreadé, et ça faisait blue screen. Oui, il y avait des problèmes aussi avec les file systems et la vitesse de lecture-écriture. Au début, c'était pas super top, mais maintenant, bah, c'est des vrais un vrai Linux qui tourne dans des containers et adapter le kernel, et c'est ce kernel-là qui est open source, c'est le propre système pour être optimisé pour des Windows, et en dessus de ça, on peut mettre n'importe quel distrib Linux, et aujourd'hui, on a out of the box de Ubuntu, de Fedora et d'autres. Il y a eu très tôt même des Kali Linux. Oui. Vous pouvez avoir Je sais pas si ça a été utilisé massivement ou si c'était juste un truc que les étudiants ont installé parce que oh là là, on va faire du piratage. Mais j'avoue avoir essayé. Oh. Mais pirate. Bon, et je pense qu'une dernière news Steven, tu nous parlais tout à l'heure de certaines des nouveautés qui arrivent sur Swift et sur Xcode suite annoncées par Apple récemment. Tu nous racontes un peu plus? Ouais, bah en marge de la WWDC, en fait, ils ont annoncé effectivement le fait d'avoir ce qu'ils appellent Apple Foundation, qui est framework, qui permet en fait du coup de faire tourner des conteneurs nativement en fait sur Mac. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de notre Docker Desktop quand on a fait tourner des containers sur Mac? Alors, j'ai pas regardé les actions de Docker, mais non, après, en fait, Docker revient à ce qu'il aurait dû être au tout début, hein, c'est de l'outillage pour développeurs. Donc après, la manière de faire tourner ton conteneur en soi, Docker pourrait très bien se baser sur ce qu'ils ont fourni. Mais du coup, effectivement, ils le font en créant le contexte sécuritaire, exactement ce que nous on fait en production, c'est-à-dire que pour chaque conteneur que tu envoies, tu mets une machine virtuelle autour pour le faire s'exécuter. Et donc c'est ce qu'ils font au sein de la plateforme Mac avec le Framework Foundation qui est écrit en Swift par ailleurs et qui utilise le principe qu'on a déjà vu dans Firecracker, Kata Container, etc. Donc c'est de la micro VM entre guillemets autour du conteneur, mais ce qui du coup a un support maintenant natif pour faire tourner des. Tu vois, on parlait de WSL juste avant, bah là ça permet de faire tourner du Linux natif sur Mac. Bon, ben, ça va bien avec la news précédente dans ces cas-là. Tu fais tourner des Linux natifs partout. Ouais. Et du coup, en marge aussi de ça, et bon, ça va un peu avec ce qu'on disait sur Windsurf, l'IA, etc. Mais en fait, ils ont intégré dans Xcode pas mal d'IA pour aider les développeurs aussi et avoir une expérience intégrée, ce qui évite aux développeurs d'aller chercher une solution à côté, enfin ce qui a toujours été le modèle de développement sur Mac, plateforme iOS, macOS, etc. C'est de passer par Xcode, et du coup, bah, ils se doivent aussi de suivre, tu vois, pour fournir les bons outils aujourd'hui. Notamment si tu veux un écosystème logiciel, tu vois, florissant, et bah tu dois outiller les développeurs pour ça. Donc pour eux, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a un effet indirect, mais non, ils ont clairement pris la balle au bon, et je pense que c'est que le début. D'ailleurs, je sais pas s'il n'y a pas eu un partenariat avec Claude pour le développement dans Xcode. Non, t'as pas entendu parler de ça?
pas mal de news de ce côté-là. On vous a mis les liens avec toutes les nouveautés. Il y a pas mal. Il y a aussi des nouveautés côté Swift. Bon, bah, on est 55 minutes. Bon, bah, avant de nous quitter, on va parler d'une autre news qu'on aime bien. C'est sur FrankenPHP. Qu'est-ce que c'est FrankenPHP? Bah, en gros, PHP, historiquement, c'était un module qu'on attachait à un serveur web, à Apache, à Nginx. Et dans ce module-là, il y avait l'interpréteur PHP, des extensions qu'il fallait charger. Et donc, quand tu voulais déployer une application avec PHP, bah, il te fallait le serveur d'application, les modules interpréteurs PHP et les autres modules pour les différentes extensions PHP. FrankenPHP est fait par les développeurs de Kadi derrière. Ils voulaient simplifier ça, qui résume beaucoup. Et basiquement, c'est un serveur d'application PHP avec l'interpréteur PHP, les extensions dans un binaire unique en Go. Ce binaire unique, tu peux le déployer là où tu veux et tu as ton serveur d'application PHP dans un seul binaire, rapide, facile à déployer, avec moins de dépendances, extrêmement performant. Et donc, il vient de sortir dans sa dernière version 1.6 et il a été récemment aussi inclus officiellement dans la fondation PHP. Parce qu'avant, c'était un outil à part de quelqu'un qui avait beaucoup de talent et qui avait décidé de sortir son truc. Et maintenant, la communauté PHP va accepter l'outil comme partie intégrante de la fondation PHP, ce qui est pour moi une avancée assez considérable. Et nous, côté Clever, bah, on a sorti le support FrankenPHP récemment, non, Steven? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on a une conférence en septembre aux API Days où on va expliquer comment on a augmenté le support de FrankenPHP au sein du runtime PHP. Donc je vais pas aller en détail là tout de suite là-dessus, mais en fait c'est une plutôt bonne nouvelle parce que effectivement FrankenPHP c'est un des écosystèmes qui bouge beaucoup autour de PHP. PHP qui est encore majoritaire, hein, ça fait tourner, je crois dans les estimations, c'est 60 à 70% du web tourne encore sur PHP. Et PHP a aussi très bien évolué en fait dans les années, au fur et à mesure du temps, ce qui fait que c'est devenu un écosystème complet, moderne, etc., avec une typologie de développement qui est intéressante. Et FrankenPHP vient aussi taper un peu du legacy de PHP, c'est-à-dire que là où avant tu avais globalement avec FPM, etc., tu avais le mode share nothing, c'est-à-dire que tu avais l'exécution de PHP et à la fin de l'exécution du script, bah il n'y avait plus rien. Et là aujourd'hui, ben en fait, via FrankenPHP, tu peux garder via les mécaniques des workers Franken, ça te permet de garder des contextes à chaud avec des états in memory, etc. Ce qui fait que tu réduis la latence, tu augmentes les performances et dans les estimations qu'il y a, les gains peuvent aller jusqu'à 80% de gains de performance. Ce qui veut dire que tu peux réduire d'autant si tu as, mettons, une appli PHP et que tu as besoin de 40 instances, bah, tu peux te dire que tu peux diviser par quasi 6 le nombre d'instances pour faire tourner tout ça. Donc ça correspond aussi aux problématiques et aux missions que se donne FrankenPHP, c'est-à-dire d'augmenter la logique FinOps, enfin, du coup de réduire le coût associé à tout ça. Et de facto, bah, du coup, avoir une meilleure empreinte écologique, environnementale, en évitant d'avoir des process qui tournent à chaque fois de zéro et du coup d'induire de la latence inutile. Donc c'est très vivant, c'est très et puis ce qui est bien, c'est que c'est pas complètement un autre paradigme, tu vois, qui serait
incompatible avec tout le legacy, quoi. C'est que c'est assez facile pour un projet d'embarquer dans FrankenPHP tout en réutilisant tout le capital de ce qui a déjà été développé par ailleurs. Et il y a aussi un petit côté cocorico qui est sympa avec FrankenPHP. Ce n'est pas la dernière solution américaine à coup de hyperescalaire. C'est fait par des développeurs indépendants. Et derrière, aujourd'hui, parmi les principaux propulseurs, il y a des boîtes françaises, concrètement les Tilleul. Ouais, on leur fait un coucou. Bon, bah... Est-ce qu'on a le temps de parler quelque chose d'autre et on s'arrête là? Qu'est-ce que vous pensez, les amis? Qu'est-ce qu'on avait dans le pipe On a presque fini notre pipe. Il y a la News Rust, mais on mettra ça avec d'autres Rust. Tu veux pas finir sur Big Blue Button? Bah, pourquoi pas finir sur Big Blue Button? Encore un projet open source bien sympathique. Moi, j'ai découvert Big Blue Button comme plein de monde pendant la pandémie, car il fallait monter des serveurs de e-learning. Et Big Blue Button, BBB, c'est une des solutions de e-learning les plus complètes que j'ai testé. Ça permettait d'avoir dans les mêmes paquets la solution de Visio avec tableau blanc interactif, avec ensuite la partie pour la documentation, pour les quiz, pour les partages de résultats. Bref, une solution de salle de classe complète, bien packagée. Bah, ils ont sorti récemment la version 3. Là, ça devient encore plus complète. C'est une solution facile à installer et si vous voulez mettre en place des solutions de virtualisation, pas seulement pour des salles de classe, mais je l'ai vu aussi utilisé beaucoup par des développeurs comme solution de discussion, tableau blanc interactif et garder des traces de documentation lors des séances d'archives ou des choses comme ça. C'est une solution très sympathique et donc la version 3 est sortie il y a un mois et demi, plus ou moins. On avait oublié d'en parler, donc maintenant c'est corrigé. Donc, testez-les, c'est vraiment très sympa. Et je pense que sur ça, on va arrêter ici. Steven, tu nous as proposé la semaine dernière une musique incomparable. Tu as une autre solution musicale pour aujourd'hui? Waouh. Ou sinon, Tanguy, Gilles, si vous avez des inspirations pour finir en musique cet épisode, on est preneur. Bah écoutez, au moment où on enregistre ça, on est veille de Hellfest. Ah ouais. Voilà. Donc pourquoi pas proposer quelque chose du genre du Muse. Parfait. Avec ces suggestions musicales de Muse, on va vous dire merci encore d'avoir été là. Merci Gilles, Tanguy et Steven. Et merci à nos auditeurs. À très bientôt. Merci, à bientôt.